Même si Henri Fantin-Latour est passé par l'atelier parisien de Gustave Courbet, c'est par Whistler et surtout par Manet qu'il a été influencé, comme en témoigne un atelier aux Batignolles où l'on voit quelques artistes de la nouvelle génération graviter autour d'Édouard Manet. Manet était leur phare dans la nuit, un guide exigeant, talentueux et audacieux qui se moquait comme eux des conventions académiques. Quant à Whistler, c'est lui qui initia Fantin-Latour à l'art raffiné des Japonais, c'est lui qui l'introduisit dans le milieu des peintres anglais, c'est encore lui qui facilita son voyage en Angleterre et lui fit rencontrer les pré-raphaélites. Whistler, Manet et Fantin-Latour seront d'ailleurs refusés tous les trois au salon de 1859 et migreront de concert vers l'atelier du peintre François Bonvin. Le Louvre, il n'y a que le Louvre, proférait Fantin-Latour, et il ne faut pas s'en étonner. Il avait d'abord été l'élève de son père, professeur de dessin, formé selon la tradition classique. Il avait suivi ensuite l'enseignement de Lecoq de Bois-Baudran, pédagogue plutôt novateur, qui demandait à ses élèves de bien observer un objet avant de le dessiner de mémoire. Cela peut sembler banal, mais en réalité cet enseignement incitait les artistes en devenir à développer leur imaginaire personnel. Outre Fantin-Latour, Chéret, Dalou ou Rodin ont été les élèves du père Lecoq. Si Henri Fantin-Latour peut être considéré comme une sorte de chaînon manquant entre les romantiques et les impressionnistes, bien que son rôle fédérateur ait été sous-estimé, il fait aussi le lien entre ces mouvements et le courant symboliste auquel le relie une passion commune pour Berlioz et Wagner. Ainsi, pendant plusieurs années, Fantin-Latour a collaboré à la fameuse revue wagnérienne et peint ou lithographié d'innombrables sujets wagnériens. Curieusement, devant la nuit, exposé au salon de 1897, les critiques louèrent le fait qu'il avait enfin abandonné sa marotte musicale. Rien n'est resté, écrira sans rire l'un d'entre eux, de la défroque romantique et wagnérienne trop longtemps chère à ce grand peintre. On se demande ce que ce même critique a pensé devant son entrée des dieux au Valhalla, qui date de l'année suivante, ou devant ce prélude de Lohengrin, réalisé 4 ans plus tard, qui illustre le moment précis où dans le prélude de l'opéra de Wagner, Titurel l'homme pur reçoit le Saint Graal, jusque-là soutenu dans les terres par une légion séraphique. Si cette série de lithographies fait de Fantin-Latour un symboliste tout à fait honnête, si ses nombreux portraits, notamment de groupes, font de lui le témoin précieux d'une époque à jamais révolue, c'est dans l'art délicat de la nature morte qu'il a donné toute sa maîtrise, avec un sens de la lumière et une grâce qui n'appartiennent qu'à lui. Ainsi peut-on considérer ces tableaux de fleurs comme un modèle de peinture intimiste. L'expression nature morte, qui qualifie la représentation d'objets inertes, est traduite du hollandais stillleven, qui signifie vie silencieuse. Même si l'art des anciens Égyptiens regorge d'objets censés accompagner leurs propriétaires dans l'au-delà, il est vrai que ce sont les maîtres flamands qui ont donné à la nature morte ses lettres de noblesse. Si la Révolution française, par ses bouleversements sociaux, rendit cet art quelque peu caduc, car il faut se rappeler qu'il était d'abord destiné à orner les dessus de cheminée de l'aristocratie, les néoclassiques comme les romantiques le méprisèrent prudemment, et il fallut attendre les naturalistes et les impressionnistes pour le réactiver. Mais la nature morte est désormais empreinte de motivations nouvelles. Si Van Gogh peint une paire de vieux souliers pour symboliser ses conditions de vie, Cézanne fait lui de chaque objet un motif parmi d'autres, au même titre qu'un paysage ou qu'un personnage. Alors encore une fois, Henri Fantin-Latour joue à son corps défendant les chaînons manquants, jetant un pont précieux entre les recherches plastiques des cubistes et l'art des Lumières. Et ces sublimes bouquets de fleurs font de lui le continuateur éclairé du lumineux Jean-Siméon Chardin.